Bonjour. Merci, merci. Ouais, il y a 2-3 personnes. Donc, je suis là pour vous parler de JavaScript, parce que c'est mon métier de tous les jours. Moi, donc, je m'appelle Nicolas Chambrier. Je bosse pour le Byte Club. En fait, je suis directeur technique du Byte Club. Vous pouvez me trouver sur Internet avec le pseudonyme Naoli, hein, c'est comme ça que je suis plus connu. Mes autres pseudos, c'est dans le porno, c'est autre chose. Laissez tomber. Donc voilà, moi je fais du JavaScript au quotidien et même exclusivement du JavaScript depuis quelques années. Donc j'ai vécu un petit peu l'overdose de stack et je venais vous en parler. Je suis assez stressé, ce qui n'est pas mon habitude, parce que c'est pas un sujet ultra technique. D'habitude je suis plutôt dans les sujets pointus. Là je suis un peu hors de ma zone de confort, donc si je bafouille un peu, désolé. Pour commencer, séquence émotion. J'ai fini mes slides hier soir, cette nuit même, et mon fils voulait absolument m'aider, et donc il m'a fait un dessin pour illustrer mes slides. C'est censé être un mec fatigué, enfin c'était ma commande. Donc il a fait un lapin hyper énervé de s'être fait piquer une carotte par 2 souris. Donc je lui avais promis de mettre cette slide, voilà, ma promesse est tenue. Merci pour lui. Alors, ça, j'ai pris un projet au hasard. Je ne sais pas si Bruno est dans la salle. Mon salarié n'est même pas venu me voir, merci. C'est noté. Donc ça, c'est un projet sur lequel on bosse. On en a 3-4 en ce moment, peut-être 5-6. C'est un extrait du fichier de métadonnées qui liste les dépendances du projet. Donc, je pense que vous avez à peu près tous connu ce genre de truc. Vos projets doivent à peu près ressembler à ça. C'est pas grand-chose, hein, c'est juste une petite jet, c'est pas un truc énorme, même si ça révolutionnera évidemment le marché, mais fonctionnellement c'est assez simple. On a une centaine de dépendances à peu près. C'est le prix standard aujourd'hui, je pense. Donc ça fatigue hein, quand même tout ça. Alors du coup, quand on avance dans le temps, il y a un moment où on se dit « Putain, il y a 10 ans, je faisais un petit bout de fichier, 2 scripts SRC et puis c'était parti quoi. » Alors bon, ok, je faisais peut-être moins de choses qu'aujourd'hui, c'était moins joli, mais je codais directement. En fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'on rajoute des étapes, on rajoute des murs entre le développeur et son code, comme si c'était nul de coder. Donc, tiens, on va te rajouter des étapes. Alors, maintenant, il faut que tu builds. Tiens, tu connais pas ton shell, apprends-le. Tiens, installe ZSH, ton petit. Tu connais pas ZSH, démerde-toi, GitHub. Enfin voilà, c'est fatigant, tout ça. Alors, est-ce que c'était mieux avant? On sait pas, on verra. Ah ouais, pas si bien, okay. Alors, est-ce que c'était mieux avant? On va passer en revue 2-3 trucs qu'on faisait avant. Le versionning. Donc, vous vous souvenez, hein, comment vous versionniez avant les dossiers V1 avant la release. Ah, puis il y a une petite correction, je vais quand même garder l'autre. V1 final, V2, final corrigé, final avec les commentaires clients. Et on se retrouve avec 72 dossiers, on ne sait plus quel est l'historique, il n'y a pas de commentaires entre les deux. Et puis pour le travail collaboratif, évidemment, Dropbox, c'est quand même assez moderne. Sinon, il y avait le bon vieux zip en pièce jointe. C'était cool, ça. On s'en sortait bien avec ça. Maintenant, on a Git. Est-ce que c'était mieux avant? Le déploiement. Le petit drag and drop en FTP, là, c'était sympa, ça. Hein, qui sait déjà emmêler les pinceaux et à poser des trucs dans le mauvais dossier? Ouais, ou la mauvaise version du fichier parce qu'il n'avait pas reçu le zip encore par mail. Voilà, aujourd'hui on a Git, le push to deploy, des trucs un petit peu chiants à mettre en place, merci. Mais qui, une fois qu'ils sont en place, nous simplifient vraiment la vie. Alors est-ce que c'était mieux avant? Je pense qu'aujourd'hui c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, j'ai choisi de ne pas mettre une belle gonzesse pour nos amis féminines, parce que toujours des meufs à poil. Donc Chris Evans est parmi nous, et il est plutôt pas mal, cet enfoiré. Alors, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce qu'on a vraiment autant d'outils en plus? Je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'on a remplacé les anciens outils. Moi, FileZilla, je ne l'ai plus jamais lancé.
J'ai plus jamais fait de copier-coller d'un dossier pour le renommer. Éventuellement un point back quand j'avais vraiment une grosse merde avec Git, mais c'est tout quoi. J'ai plus jamais envoyé de zip par mail pour déployer un projet ou quoi que ce soit. Il y a plein de choses que je ne fais plus du tout, qui étaient plutôt pénibles. J'ai remplacé des trucs pénibles par un nouvel outil. Alors évidemment, c'était un petit peu pénible de l'apprendre au début, mais grosso modo, ça a quand même vachement amélioré mon quotidien. Qui n'est pas content de Git ici? Voilà. Ouais, qui ose le dire peut-être après. Alors, est-ce que ça a rajouté de la complexité? Oui, à la mise en place de ces outils. Est-ce que ça a apporté des gains? Oui. La fiabilité, la reproductibilité des process, la rapidité de leur exécution, tout ça, tout ça. Donc, il faut peser le pour et le contre. Ça, c'est dans notre tooling au quotidien, les outils de développement. Donc, on se dit que c'est plutôt justifié tout ce bordel. Par contre, en JavaScript, est-ce que c'est pas un peu abusé? Un nouveau framework tous les 15 jours, des librairies par milliers, des outils dans tous les sens, on n'en peut plus quoi. Je vous ai mis un petit site ici qui liste en fait plein d'outils JavaScript, dont des périmés. Hein. Je sais même pas combien il y en a, c'est affolant. Et on a l'impression de se prendre toute la misère du monde sur les épaules avec tout ça. Et là, on se dit, ok, alors Git, c'était un vrai ajout, il y a peut-être d'autres choses qui étaient vraiment des gros ajouts dans ma stack de dev, mais JavaScript, quoi. Alors, les librairies. jQuery, Zepto, Isotope, Masonry, jQuery Mobile, jQuery UI, Modernizer, Underscore, Lodash, vous les connaissez toutes? J'en avais tout entendu parler. Hein. Moment, Leaflet, D3, FreeJS, Mustache, Handlebars, Bluebird, pareil, vous les connaissez? Vous en connaissez un paquet quand même. Hein. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Pardon? Merde. Ah non, vraiment, est-ce que vous en avez d'autres comme ça que celles que j'ai citées Prototype, ouais, ok. Bon, des qui sont mises à jour plus récemment que 2000. Bon, ça c'est pour les librairies. Les frameworks, parce que ça c'est le gros sujet de râlerie, c'est putain, les frameworks, j'en peux plus quoi. Alors, Angular, React, Backbone, Ember, Ionic, Polymer, est-ce que vous les connaissez tous? RxJS, Riot.js, Knockout, Aurelia, tous entendu parler? D'autres? Bacon, merci. Je l'ai oublié, effectivement. D'autres? Ouais, Cycle qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ok. Vue.js. Ouais. Les outils. Je suis pas sûr qu'on puisse y passer la nuit. Je pense que c'est l'impression qu'on a en fait. Les outils maintenant autour du dev, c'est le pire ça. Parce que ça c'est pénible à mettre en place. Bower, Component, JSPM, Jam, Duo, NPM, tous ne répondent qu'à un seul problème, le même, gérer des packages. C'est-à-dire au lieu d'aller faire une recherche Google et télécharger un JS, il va le faire pour nous, grosso modo, à la bonne version. Ça, voilà, 6 solutions déjà pour répondre à ça. Et il y en a plein d'autres. Alors ça, les package managers, c'est l'horreur. Les task runners. Alors un task runner, le principe d'un task runner, je vous rappelle quand même, c'est d'exécuter une tâche. Voilà. Donc grosso modo, de lancer une ligne de commande. Grunt, Gulp, les deux plus gros. Cake, Brocoli, un peu moins connu mais quand même. Je crois que Christophe Porteneuve est un spécialiste de Brocoli, pour vous en parler. Et puis sinon, Make, NPM, qui sont plus proches de la ligne de commande. En gros, ils font tout ça, hein, c'est juste lancer des lignes de commande. Plus ou moins directement. Les transformateurs de code, les transpilers ou autres. Babel, Browserify, CoffeeScript, JSX, Tracer, TypeScript. Glyphy, bon, je l'ai mis là-dedans, c'est un peu... Avant, moi, j'écrivais du JavaScript, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Et puis, bien sûr, des outils du type Webpack pour agglomérer tout ça. Donc là, on commence à craquer. Hein. Vous en avez d'autres en tête, des outils dans la stack JavaScript? PureScript. Je ne le connaissais même pas. Donc. Bon, concrètement, on n'en peut plus. Il y en a beaucoup trop. Il y en a qui apparaissent chaque jour, c'est épuisant, on ne peut plus faire sa veille peinard, c'est épuisant. Ou alors,
Ou alors peut-être qu'on est en train de se noyer dans un verre d'eau en fait. Ah, c'est beaucoup trop tôt. Non, c'est pas grave, du coup je vous la mets maintenant. Voilà. Bref, il est temps de faire le ménage. Est-ce qu'on se noie dans un verre d'eau? Parce que, mine de rien, là, je vous ai listé plein d'outils. On les a passés en revue en quoi? 5 minutes? Est-ce que c'est tant que ça? Est-ce que franchement, il y a de quoi faire une crise de nerfs devant tous ces outils? Bien sûr, quand on débarque, on en voit plein comme ça. À chaque fois, il y en a au moins 2 ou 3 qui répondent à la même problématique. Est-ce que c'est si grave que ça? Je suis pas sûr. Alors, en bon scientifique, je me suis posé la question de quelles seraient les métriques pour classer les choses de manière un peu objective. Alors, on va les classer. Mais sur quels critères? Donc, déjà, il faut décider des critères. Et les critères ne sont pas les mêmes en fonction de ce que je vais juger et du moment auquel je vais le juger. Par exemple, les librairies et frameworks JS, quand je suis en veille. Donc en veille, il y a un framework qui sort, ou 3, 4 par jour. Est-ce que je dois perdre du temps à regarder comment ce framework fonctionne? Est-ce que je dois l'expérimenter réellement? Comment faire pour faire le tri? Alors pour ça, la formule est simple. Après, c'est mes critères. Hein. C'est nouveauté du paradigme fois documentation. Ça va me donner une note. Hein. Je ne sais pas, démerdez-vous, notez ça sur 10 chaque critère, et puis vous faites la multiplication, vous êtes content. De toute façon, c'est subjectif. Et ça va me permettre de savoir, selon la note, est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps là-dessus? Parce que des frameworks, on en a vu une quinzaine, mais en gros, il y a peut-être 3 paradigmes différents. Un paradigme, je vous renvoie à la définition parce que je suis un foutu de vous la sortir. Mais concrètement, c'est est-ce qu'il y a un nouveau concept qui est brassé par ce framework? Angular, j'avais déjà fait du Knockout.js avant. C'est pas le même niveau de popularité, on est d'accord. Mais Angular n'a pas apporté grand-chose de foncièrement nouveau. Ce qui était nouveau, c'était le binding, en fait. Le binding automatique entre mon contrôleur et mon template. Ça, c'était un concept nouveau. Si j'avais déjà joué avec un framework qui manipulait ce concept-là, au moment où Angular est sorti, c'était pas la peine de perdre du temps dessus tout de suite. Après, 6 mois, 1 an après, j'ai vu que Knockout il a un peu disparu et que c'est Angular qui a gagné. Bon très bien, j'adopte Angular à ce moment-là. Mais pendant 6 mois, 1 an, j'ai pas perdu de temps à tester des versions intermédiaires ou à plonger dans un code qui est certainement buggé parce que le truc vient de sortir. Voilà, j'ai attendu que le tri se fasse de lui-même. Si c'est un nouveau concept par contre, il y a React qui est sorti il n'y a pas longtemps, cool ça. Le vrai gros concept de React, il y avait le virtual DOM, et puis le rendu que j'appelle un rendu injectif, c'est-à-dire ça va tout le temps dans le même sens. Ça c'est nouveau en JavaScript. On essaie toujours de faire des trucs en temps réel, de mettre à jour le DOM, etc. On n'a jamais fait comme en PHP où on rend à chaque fois toute la page. C'était intéressant de voir ce que ça donne. Ça, c'est un nouveau concept. Après, derrière, il y a quoi? Il y a Riot.js qui est sorti, il y en a plein d'autres qui sont sortis sur le même principe. Je les regarde pas, ceux-là, je les note dans un coin, c'est bon, je sais qu'ils existent. Et puis, peut-être que le jour où React disparaîtra et que Riot prendra le lead, là, je regarderai Riot plus efficacement. Pas la peine de perdre son temps tout le temps. Prenez cette métrique en tête et basez-vous là-dessus. Pareil, RxJS, Bacon.js, même chose. Le concept, c'est l'observable. Ils n'ont pas la même API, ils n'ont pas les mêmes auteurs, on s'en fout. Ils ont le même concept. Apprenez des concepts, c'est ça qui est important. N'apprenez pas des outils. Par contre, il y a un moment où l'outil est plus important que le concept, c'est lors du choix pour un projet. Quelle brique je m'apprête à mettre en prod dans 6 mois? Là, c'est peut-être pas les mêmes critères que je vais prendre en place. Donc là, pareil, je me suis fendu de cette formule qui est service rendu, vous mettez ce que vous voulez dedans, le nombre de fonctionnalités, est-ce que ça correspond à mon projet en fait? C'est forcément très subjectif et contextuel. Toujours la qualité de la documentation qui compte, et diviser le tout par la complexité de mise en place ou la complexité d'apprentissage. Et puis voilà, vous avez votre formule. Et puis il y a une autre formule qui est intéressante, c'est popularité fois reprenabilité. Qu'est-ce que je mets derrière? Le principe, c'est quand je vais choisir un outil, il faudra qu'il soit maintenu, parce qu'il y a des bugs dedans. Dans tout logiciel, il y a des bugs. Ils existent, ils sont là. Ils attendent qu'un petit moment vicieux pour sortir.
Est-ce qu'au moment où ils vont sortir, quelqu'un d'autre aura vu ce bug avant moi et l'aura corrigé avant qu'il sorte, qu'il se manifeste pour moi, pour mon cas à moi? Ça m'arrangerait bien pour pouvoir mettre à jour mon outil. Et ça, c'est directement indexé par la popularité de l'outil. Plus il est utilisé, plus les bugs seront vus avant, et plus ils seront corrigés avant qu'ils me tombent sur la tronche. Et sinon, s'il n'est pas très populaire, est-ce qu'il est aisé à modifier par moi-même? Est-ce que moi, je peux reprendre le produit si personne ne le fait à ma place? Si les deux réponses à ces deux questions sont non, si les valeurs sont faibles, vous le payerez un jour. Vous le payerez avec un consultant très cher qui saura reprendre le truc à votre place, ou vous le payerez avec un coût de dev très cher parce qu'il faudra remplacer l'outil. Pensez-le au moment où vous intégrez une brique dans votre projet. Un outil doit améliorer mon quotidien. En fait, ça aurait pu être la même formule qu'ici. Un outil coûte à mettre en place. Donc ce qui va me servir, c'est quel est le service qui me rend, est-ce qu'il est difficile à mettre en place, c'est tout. Et ça va me servir à faire le tri. Donc vous ne prenez pas la tête à analyser à fond chacun des outils qui sortent. Ma veille, je la fais en 3 minutes par outil, moi. Chaque fois qu'il y a un truc qui sort, je lis la doc, en 2 minutes, je sais, est-ce que c'est une redite d'un truc qui existait déjà, ou est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce qu'il rend vraiment un nouveau service? Tous les doublons, ça dégage. Et puis si ça ne dégage pas, si je tombe dessus sur un projet existant, par exemple je connais Gulp, je tombe sur Grunt, c'est à peu près le même concept, je l'apprendrai en 5 minutes. Apprenez des concepts. De manière générale, l'équation ultime, la théorie du tout, c'est est-ce que ce que je vais choisir améliore mon quotidien, est-ce que c'est complexe à mettre en place? Parfois la complexité de mise en place est tellement élevée que même le gain en amélioration du quotidien ne vaut pas le coup. Ensuite, pour faire le tri, il y a Darwin, très connu dans le monde du logiciel libre. Les projets naissent et meurent, seuls ceux qui arrivent à s'adapter survivent. Alors le théorème de Darwin, le principe de Darwin se base sur 3 principes clés qui sont la variation, c'est-à-dire chaque individu est unique, donc là chaque outil est censé être unique, les doublons, on peut être sûr qu'ils dégagent, l'adaptation, donc est-ce que les individus savent s'adapter? Donc là, est-ce que l'outil saura s'adapter à mon besoin, aux besoins de tout le monde? Si c'est pas s'adapter aux besoins de tout le monde, il y a des chances que sa popularité devienne nulle à terme, et donc que ce soit un mauvais choix. L'hérédité, ce sont les caractéristiques que les individus se transmettent pour survivre. Donc, quelles sont les caractéristiques avantageuses qui sont héréditaires? Donc là, c'est pareil. Quelles sont ces caractéristiques héritées de précédents projets? S'il hérite de plein de caractéristiques d'un précédent projet, c'est probable que ce soit une amélioration de l'existant, c'est très bien, ou alors un doublon, et c'est de la merde. Et puis je rajouterai un principe, c'est la simplicité. Quel est le périmètre fonctionnel de l'outil que je m'apprête à mettre en place? Les frameworks full stack, moi j'en peux plus. Les Grunt, Gulp, etc., qui utilisent des plugins au lieu de lancer des lignes de commande, j'en peux plus. Donc moi j'ai fait un grand ménage là-dessus. Les task runners, ça a tout dégagé, j'utilise NPM ou Makefile, je lance des lignes de commande, c'est très bien. Tous les outils de transformation de code, que ce soit Uglify, Babel, etc., ils viennent tous avec une ligne de commande. À quoi bon foutre un plugin dans un outil de plus alors que je peux lancer directement la ligne de commande? Mais bon, après si on m'impose Grunt ou Gulp, je le ferai. Ceci n'est pas un troll, c'est un vrai avis. Donc voilà, est-ce que le périmètre fonctionnel de l'outil que je m'apprête à ajouter à ma stack est trop large? S'il est trop large, il y a des chances qu'il ne soit pas adaptable et donc qu'il ne survive pas. Parce que plus il fait de choses et plus il aura soit d'options, et à ce moment il deviendra d'une complexité affolante, soit il ne s'adaptera pas au cas de tout le monde. Donc concrètement, le truc c'est ralentir. Dans vos flux RSS, vous allez voir des nouveaux outils qui arrivent tout le temps, tranquille. Des fois, vous lisez le titre, la description, n'ayez aucun remords à dire ce truc-là, ça a l'air d'être de la merde, ça a l'air d'être un truc qui existe déjà, ça a l'air d'être un truc que je connais, il ne va rien m'apprendre. Ne le regardez pas. Vous verrez, dans 6 mois, s'il existe toujours, vous prendrez le temps de le regarder à ce moment-là. Ne culpabilisez pas de rater des trains. React, si vous vous y mettez aujourd'hui et que vous y êtes pas mis il y a 1 an ou 6 mois, je pense pas que qui que ce soit vous le reproche. Vous avez vu passer des news pendant 6 mois des hipsters qui disaient « Ah putain, tu fais pas de React, mais lol, noob !» Non, on s'en fout. Mais par contre, il faut pas s'arrêter. Attends, ne
ne lâchez pas, parce que c'est ça le problème du burn-out, c'est qu'à un moment, il y a trop de choses nouvelles qui arrivent. La principale réaction, c'est « Ah, je me casse ». Non, non. Apprenez à prendre du recul sur ce qui vous tombe sur la tête. Et puis, notez, mettez de côté pour plus tard, même si la liste devient trop grosse et que vous la viderai jamais, c'est pas grave, au moins vous l'aurez noté, c'est dans un coin de votre cerveau. Votre cerveau n'oublie jamais. Et puis surtout, ne vous mettez pas à réinventer la roue par flemme, ça c'est le pire choix. Alors, histoire d'aller au bout et de vous donner quand même des conseils concrets, ça c'est ma stack de dev. J'utilise NPM pour la gestion des packages et le lancement des commandes. J'utilise Babel en attendant que je puisse m'en passer. Ça approche. J'utilise Lodash pour les petits outils du quotidien, pour la programmation fonctionnelle, c'est plutôt pas mal. Et j'utilise Angular ou React, ou peut-être le prochain framework à la mode, ça on verra bien. Et puis pour tout le reste, je résous les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent. J'ai dans ma tête toute une liste de libs que je n'ai jamais utilisées, mais dont je sais à peu près ce qu'elles font parce que je les ai vues passer un jour. J'ai Twitter pour demander conseil. Il y a des tas de choses comme ça, on n'est pas obligé de tout savoir. Donc on réduit sa stack au minimum, et puis on bosse tranquille. Je vous ai mis quelques liens, deux liens sur lesquels je suis tombé en réfléchissant à ces slides. Qui me semble très bon. Vous pouvez pas cliquer là, hein. Essayez, mais juste pour que je rigole, mais ça marchera pas avec votre dos. Par contre, je mettrai les liens sur Twitter. Mon pseudo Twitter est là, c'est William. Sur Twitter, je partagerai les slides et vous pourrez cliquer à ce moment-là. Mais sinon, vous cherchez ça sur Google, vous retombez dessus. Ce sont deux excellents articles qui vont vous aider à déculpabiliser et à prendre un peu de recul sur cette pléthore d'outils. J'ai fini de vous faire la morale. J'espère être allé assez vite pour qu'on puisse poser des questions, parce que je pense que c'est un sujet qui se traite surtout à travers des questions. Bonjour Nicolas. Bonjour. Allô? Ici, là. Ça marche? On m'entend? D'accord. Merci pour ta conf, pour les conseils que tu donnes. Par contre, elle s'oriente sur quelqu'un qui fait déjà du JS au quotidien. Absolument. Moi, le problème que j'ai, c'est rentre dans le monde JS. Ouais. Et il y a une de tes variables dans tes opérations qui est à 0, et du coup, tout sort au même niveau. Alors, c'est laquelle? Je vais y arriver. Bon, on s'en fout. Hein, c'est laquelle? C'est une différence par rapport à ce que tu connais. Ouais. En fait, quand tu connais, enfin pas que tu connais rien, mais... Oui, mais à ce moment-là, oui. Bah, faut apprendre à ce moment-là. Là, il n'y a pas de... C'est soit tu as un mentor à côté qui va te guider. Effectivement, c'est très dur en plus au début de détecter les doublons. La première fois qu'on tombe sur Gulp et Grunt, on se rend pas compte qu'ils font la même chose. On se dit, oh là là, faut que j'en apprenne deux, c'est 2 fois plus de boulot. Alors qu'en fait, ils font globalement la même chose, mais ça, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas le recul pour le voir. Bah, ça, c'est de l'expérience. Donc effectivement, quand on n'a pas d'expérience, c'est dur. C'est plus dur. Mais là, il faut acquérir cette expérience. Il faut apprendre les concepts. Après, c'est la littérature, il faut aller lire sur des gens que tu connais, des experts, des gens comme Nico qui vont dire voilà, je suis passé à Gulp pour telle et telle raison. Ça permet de comprendre les choix que juste de dire c'est comprendre le processus en fait. Là, je pense que ce qui peut le mieux aider, c'est trouver des gens qui vont vulgariser et aider le débutant à comprendre ces concepts sans avoir à passer 6 heures dessus. Après, je ne sais pas si on a beaucoup en français, et ce que tu pointes, c'est le phénomène de surchoix en fait. C'est que t'as effectivement le côté manque d'expérience, etc. Mais c'est la notion de surchoix, et tu le retrouves dans la vie en fait au quotidien. T'es bombardé de choix. Tu peux pas apprendre systématiquement des choix ou apprendre tout. Tu vas choisir une assurance, hein, c'est la galère. Et choisir un package NPM, des fois ça revient par la même chose. C'est ce que tu ne fais pas jeter par les conditions générales, mais en fait, tu es face à ce même phénomène, et en fait, c'est un phénomène qui génère énormément d'anxiété en fait, dans notre cerveau, parce qu'on n'est pas fait en fait pour. En fait, t'as ton instinct de survie qui revient et qui dit non, mais moi je fais comment pour vivre avec ce truc, quoi. Et t'as foutrement aucune idée. Donc il faut aller voir des gens qui savent. Et d'où la tendance au retour au basique aussi. Qui disent bah là, il y a trop de choix, je ne choisis pas, je reviens en arrière.
Ce qui n'est pas forcément un mauvais choix. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vous remets le morse. Nickel. Bonjour, merci pour ta conf. J'aime bien ton approche sur le côté déculpabilisation. Mais le problème finalement, c'est que s'il n'y a personne qui prend le temps de faire le rôle du hipster ou de jouer un peu la théorie du darwinisme, ça ne va pas marcher, le tri ne se fera pas. Donc finalement, c'est le rôle de qui de prendre du temps, de tester les choses Je pense que le rôle évolue au cours d'une vie aussi. Moi, selon les périodes, selon l'âge que j'ai eu, selon le nombre d'enfants qui occupaient ma maison, j'ai plus ou moins fait le hipster et aujourd'hui, je peux juste plus. Mais il y en a d'autres qui viennent remplacer. Je pense que c'est simplement un cycle et qu'il ne faut pas s'inquiéter à un moment de quitter le rang des hipsters. Je dis ça, c'est pas négatif, un hipster, c'est un rôle à part entière. Le hipster technologique, c'est le mec qui défriche. Heureusement qu'il est là. Je pense que tu peux compter sur les autres. Et s'il y a un framework qui sort et qu'il n'y a aucun hipster qui est là pour le tester, c'est qu'a priori, ça valait pas le coup. Si un framework a un intérêt, il va attirer des gens, forcément. Même des gens qui ne sont pas des timbrés de la techno, il y a des gens qui vont détecter le nouveau concept ou la nouvelle feature qui tue tout, et il va sortir. Et s'il ne sort pas, c'est qu'il n'avait pas à sortir. Donc je pense qu'on peut compter sur la popularité et le darwinisme, même sans en être un élément actif. Il me dit que je n'ai plus de temps. Si jamais vous voulez reposer des questions, je suis un être humain, vous pouvez venir me parler. Et puis j'ai mon PC avec moi, si vous voulez des démos de certains outils, des Babel, des browsers FM, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me demander, je vais farfouiller dans les couloirs, si vous me croisez, n'hésitez pas. Alors pour ceux qui veulent sortir, je vais vous demander de prendre la porte qui est sur la gauche, s'il vous plaît monsieur.